Bonjour, je m'appelle Axel Pité, je suis le directeur d'une agence de communication spécialisée dans la science qui s'appelle Perceptium. Et au sein de l'IAE, j'ai effectué d'abord le master marketing, puis après le master entrepreneuriat. Alors moi, à la base, je voulais faire une thèse d'économie et il s'avère qu'avant de rejoindre l'IAE, je me suis inscrit à un concours d'entrepreneuriat que j'ai remporté. Et à l'époque, un professeur m'a dit, mais Axel, un profil comme toi, ça doit faire des études en marketing, en entrepreneuriat. Et c'est là que j'ai découvert l'IAE. J'aimais beaucoup l'approche très transversale en mode gestion de projet que proposait l'IAE. Et puis aussi, il faut le dire, dans un cadre idyllique, parce que Grenoble, c'est la capitale des Alpes. Et l'IAE, véritablement, c'est au pied des montagnes. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de rejoindre l'IAE. C'est vrai que déjà, par passion par la montagne, j'ai décidé de venir à Grenoble. Et puis ensuite, l'IAE fait partie d'un énorme écosystème au sein de l'Université Grenoble-Alpes. Et puis en termes de sciences aussi également, c'est un hub d'innovation avec des grosses entreprises, etc. Donc c'est pour ces raisons que j'ai décidé de rejoindre l'IAE. Et encore une fois aussi pour la culture transversale en termes de discipline que proposait l'IAE à Grenoble. Alors c'est vrai que j'ai commencé par le master marketing et le master marketing m'a permis d'avoir des bases solides pour comprendre bien sûr comment fonctionne un marché, comprendre le comportement du consommateur, pour construire une offre. Et je dirais qu'ensuite le master entrepreneuriat, lui, m'a davantage aidé à mettre les mains dans le cambouis, à tester des choses, à rencontrer des spécialistes de la finance, des spécialistes dans le juridique, etc. Donc cette double approche marketing puis entrepreneuriat m'a permis d'avoir une vision 360 de l'écosystème avec de la théorie et également de la pratique. Et c'est ce qui me permet encore aujourd'hui, avec mon agence de communication, d'apporter des réponses à nos clients. Alors moi, au cours de mon parcours à l'IAE, j'ai créé une première start-up, d'ailleurs avec l'aide d'un professeur qui m'a accompagné, Philippe Claveau. Et ce qui m'a poussé à entreprendre, je dirais que d'abord c'est la curiosité, l'envie de pouvoir créer quelque chose de A à Z, parce que pour moi l'entrepreneuriat c'est véritablement un jeu où on doit tenir compte des ressources que l'on a à disposition, du monde dans lequel on évolue, où on fait travailler différentes compétences pour atteindre un objectif. Et donc bien sûr c'est de la liberté que d'entreprendre, mais c'est aussi au quotidien beaucoup d'exigences, beaucoup de travail. Mais on a toujours le résultat, c'est quelque chose qui est très fort et très prégnant quand on entreprend. Le résultat de pouvoir créer quelque chose qui fonctionne, de faire travailler avec soi aussi une équipe et de pouvoir avoir un impact sur la société et le monde qui nous entoure. Pendant mes études, j'ai commencé à être freelance pour tout simplement aussi payer mes études. Donc j'ai commencé à mener des petites actions de communication auprès de petites entreprises. Et au fur et à mesure, j'ai senti que la sauce prenait et c'est là que je me suis dit, on peut peut-être envisager quelque chose d'un petit peu plus gros, etc. Donc au début, on faisait de la communication généraliste, 360 degrés, avec une approche véritablement autour du digital, des relations presse, la partie médias, réseaux sociaux, etc. Et au fur et à mesure, de par nos rencontres, les connaissances, et puis aussi du fait que je me disais que la communication devait avoir un impact positif sur le monde, et bien on s'est spécialisé dans les sciences parce qu'on avait le sentiment que les sciences contribuaient aussi à garder une certaine raison dans le monde dans lequel on était. Et puis c'était un sujet qui nous passionnait, où il y avait beaucoup à faire auprès des scientifiques. Et donc la difficulté principale, bien sûr, ça a été de structurer une équipe, de pouvoir scaler, c'est-à-dire grandir intelligemment tout en acceptant par moments des phases de chaos où c'est clairement la galère, où on se dit comment on va passer le prochain jalon. Et puis bien sûr d'avoir une offre qui soit percutante et différenciante. Autrement dit, l'idée c'était véritablement de pouvoir répondre à un besoin. On dit souvent en entrepreneuriat no pain, no gain. Donc nous, notre objectif c'était véritablement de répondre à un besoin. Et on a cerné que les scientifiques, et la crise du Covid nous montre que nous avions raison, avaient un besoin de communiquer
auprès de la société, auprès de financeurs, auprès de leurs propres collaborateurs. Donc voilà, je dirais que ces deux jalons-là nous challengent un petit peu au quotidien. Et le troisième, bien sûr, parce que c'est la phase de développement que l'on emprunte actuellement, c'est de se développer à l'international, où là, ça demande aussi d'avoir une approche en termes de culture, d'anticipation. Et c'est un challenge qui n'est pas simple à relever au quotidien. Je dirais qu'avec la crise du Covid, il y a eu un véritable déclic. Et je me suis dit en tant que communicant, mais comment ça se fait que des gens, les scientifiques, hein, aussi brillants, communiquent entre guillemets aussi peu, voire de manière trop compliquée. Et donc c'est là où on s'est dit, avec mon équipe, il y a quelque chose à jouer, il y a un véritable enjeu. Les scientifiques sont quand même des personnes reconnues, ils apportent de la valeur, des connaissances, et en même temps, on sentait qu'il y avait une fracture entre les scientifiques et la société. Et puis on le voit encore plus aujourd'hui avec l'émergence des fake news, etc., et de l'intelligence artificielle qui fait qu'on s'éloigne un peu d'une pensée parfois rationnelle. Donc nous, notre enjeu, il était véritablement là, d'accompagner des scientifiques de manière 360 degrés. Alors qu'est-ce que ça veut dire 360 degrés? Ça veut dire que typiquement, si vous êtes un scientifique issu d'un laboratoire de recherche, mais aussi un scientifique issu d'une entreprise privée ou d'un secteur privé, eh bien, on vous accompagne de A à Z, que ce soit typiquement avec du contenu digital sur les réseaux sociaux, sur Internet, via un site Internet. On vous aide à structurer votre propos avec un document de marque, avec une stratégie de communication et de marketing. On vous aide à développer votre notoriété, notamment à travers de la vidéo, de la photo, de la relation presse. Et également, on vous aide à progresser tout simplement en communication scientifique à travers des formations et du coaching. Je pense qu'on rencontre quand on est entrepreneur deux types de défis. Des défis qui sont d'abord personnels et puis bien sûr des défis qui sont professionnels. À titre personnel, le défi principal, c'est les croyances limitantes de se dire mais finalement est-ce que j'en suis capable, est-ce que je vais dans la bonne direction, etc. Donc ça, pour moi, ça a été l'enjeu de toujours aussi continuer d'être ambitieux malgré le fait que petit à petit il y avait des succès qui se présentaient devant nous, de se dire allez, on re-challenge en permanence le modèle et ce que l'on fait pour aller chercher l'étape d'après et continuer de grandir. Bien sûr, la peur d'échouer dans une société, dans une culture qui ne valorise pas forcément l'échec, fait partie quotidienne de notre métier. Par contre, ce qui est important aussi de garder à l'esprit, finalement, aussi, c'est que ce sont les échecs qui nourrissent les véritables succès et qui permettent aussi de se développer, bien sûr, avec beaucoup plus d'expérience. D'un point de vue professionnel, je dirais que les principaux défis, difficultés, jalons qu'on peut rencontrer, je l'ai déjà dit, c'est la structuration de l'équipe et bien sûr ne pas se faire déborder dans la relation avec le client parce que les clients que vous pouvez rencontrer sont parfois très exigeants, ils ont une méconnaissance du milieu de la communication. Donc il faut être très très fort dans la gestion de projet. Et d'ailleurs en ça je trouve que l'IAE forme plutôt très bien les étudiants en termes de gestion de projet, en croisant les compétences, en ayant une approche très transversale et 360 degrés. Donc je dirais que ça c'est la difficulté principale d'un point de vue professionnel. Et puis encore une fois d'être toujours dans la machine à laver de la compétition, comme je le dis souvent, c'est-à-dire que il y a des compétiteurs qui arrivent sur le marché, il ne faut pas les négliger, il faut toujours anticiper les signaux faibles, il faut être en permanence en mouvement. Le conseil principal que je peux donner aux étudiants qui veulent se lancer en entrepreneuriat, c'est d'abord d'être toujours en mouvement. Ça veut dire quoi être toujours en mouvement? Ça veut dire toujours être à l'affût d'une opportunité. Pourquoi? Parce que la meilleure façon d'avoir des opportunités, c'est d'en être une soi-même. Donc le mouvement, c'est la clé. Il faut vouloir tester des choses en permanence. Bien sûr, des fois on échoue, des fois on réussit, mais toujours d'être dans cette itération permanente qui nous permet d'avancer. Ensuite, je dirais bien entendu forcément de s'entourer de personnes compétentes et cela s'applique dès les études, hein, dès le master. J'ai souvent une phrase que j'aime beaucoup qui est connecting the dots, une expression qui veut dire en fait que parfois on rencontre des gens pendant ses études, par exemple personnellement des professeurs,
avec qui je suis en contact 10 ans après et qui m'ont apporté à un moment une aide particulière. Donc de bien s'entourer, c'est important et surtout de toujours garder le doute en ligne de conduite parce que le doute, ça fait progresser. Bien sûr, il ne faut pas que ce soit un doute paralysant, il faut que ce soit un doute qui soit un moteur. Donc ça, c'est important. Le scénario rêve, c'est d'être passionné par ce que l'on fait, parce que la passion, c'est un carburant qui est inépuisable. Mais attention, prudence aussi sur la passion, parce que ça peut conduire des fois à une fatigue extrême. Donc il faut savoir écouter les gens qui nous entourent. Et d'un point de vue très pragmatique, technique, marketing, encore une fois, il faut que votre projet, votre idée réponde à un besoin. Ne pensez pas avec une quelconque idée révolutionner le marché. Partez plutôt, pourquoi pas, de l'existant et réfléchissez à comment on peut itérer ce qui existe déjà. Mais surtout, et normalement vos études en marketing ou en entrepreneuriat vous apprennent cela, répondez toujours à un besoin. Alors si vous souhaitez vous lancer dans la communication, le conseil que je peux vous donner, c'est bien sûr de toujours avoir une longueur d'avance sur les autres et de ne pas faire ce qui existe déjà. Donc formez-vous en permanence. Bien sûr, actuellement, il y a beaucoup de débats autour de l'intelligence artificielle. Dites-vous que demain, il est toujours trop tard. Donc gardez véritablement une posture ouverte sur les dernières tendances, les actualités en communication. Ensuite, bien entendu, gardez une posture d'apprentissage technique, j'ai envie de vous dire, une base technique où vous allez mettre les mains dans le cambouis. C'est-à-dire qu'il faut que vous appreniez à utiliser les outils techniques, c'est ce qui manque aujourd'hui à beaucoup de communicants. Et encore une fois, participez à des séminaires, des conférences en lien avec des communicants. Entourez-vous d'un pool de communicants, d'amis qui font de la communication pour vous challenger et gardez toujours à l'esprit que en communication, ce qui est important, c'est d'être au bon endroit avec les bonnes personnes et la bonne offre. Donc si vous souhaitez vous lancer en communication, travaillez bien sûr sur un secteur particulier. J'aime pas trop ce terme de niche parce qu'il peut vite enfermer et c'est un petit peu la pensée dominante du moment. Mais en tout cas, réfléchissez encore une fois à la question suivante. Est-ce que je réponds à un besoin? Parce que la communication, c'est quelque chose que tout le monde veut faire aujourd'hui parce que c'est très sexy, on fait plein de choses. Mais il faut aussi avoir la capacité de switcher d'un sujet à un autre, il faut avoir la capacité de se challenger, il faut avoir la capacité, quand vous répondez à des offres, d'avoir des concurrents qui sont des grosses agences parisiennes par exemple ou autres. Donc il faut toujours avoir cette capacité-là de se former et d'écouter aussi les signaux faibles pour comprendre les tendances d'aujourd'hui bien entendu, mais surtout de demain. C'est ça votre métier en communication, vous devez avoir une culture générale qui est très transversale pour comprendre les tendances de demain et pour pouvoir conseiller du mieux possible vos clients. Alors Expédition 5300, c'est une aventure scientifique et humaine dans la ville la plus haute du monde, la Rinconada, à 5300 mètres d'altitude au Pérou. L'objectif, c'est de comprendre comment ses habitants, donc 50 000 habitants, vivent avec 2 fois moins d'oxygène. Concrètement, ils sont aux limites de ce que peut supporter le corps humain. Et donc ce projet, ce programme de recherche, il a été monté par un scientifique, Samuel Vergès, issu d'ailleurs de l'Université Grenoble-Alpes et de l'INSERM. Donc il a construit une équipe de physiologistes, de médecins pour comprendre comment ces habitants pouvaient vivre avec 2 fois moins d'oxygène. Concrètement, en fait, il faut réécrire les livres de physiologie et il n'est pas possible de vivre avec aussi peu d'oxygène. Ça fait depuis 2019 que l'on part au Pérou chaque année, donc on a mené plusieurs expéditions scientifiques et moi je suis en charge depuis le début de toute la stratégie de communication, de vulgarisation scientifique et j'apporte aussi également une aide sur la partie logistique. Alors cette mission elle est unique au monde, déjà par le lieu qui est extrême, véritablement aux limites de ce que l'on peut supporter en tant qu'être humain. Et elle a un double enjeu, elle a bien sûr un enjeu scientifique parce que comprendre les pathologies, les maladies respiratoires de ses habitants, ça permet un éclairage très précis sur des maladies de plaine, comme par exemple l'apnée du sommeil, des maladies cardiovasculaires, etc. Et nous, on essaie également d'apporter une aide humanitaire à la population en développant notamment un centre de santé là-haut. C'est véritablement une population qui est unique au monde. Donc après 10 expéditions, forcément, on a lié des liens très étroits. On pourrait presque dire que les habitants de la Rinconada sont devenus des amis. Donc ce double enjeu nous pousse aussi à nous questionner
sur la place d'abord de la science dans la société, mais aussi de voir de tels écarts dans notre monde, ça ne peut pas nous laisser insensibles. Et donc c'est ce qu'on essaie de transmettre, y compris à travers la communication, en essayant de faire des contenus qui soient humains, proches des habitants, qui reflètent aussi la vérité et surtout qui permettent une meilleure compréhension scientifique de ce que réalisent ces chercheurs dans la ville la plus haute du monde. Quand je me suis lancé en communication, je me suis dit quel est l'impact que je veux avoir finalement avec mon diplôme de marketing et d'entrepreneuriat. Pour moi, il n'était pas possible de réaliser de la communication pour des grands groupes qui nous poussent à toujours acheter plus, etc. Donc c'est pour ça qu'on s'est spécialisé en sciences et on a bien fait puisque l'on voit aujourd'hui que finalement les scientifiques, le propos scientifique est un petit peu malmené. Il suffit de regarder sur les réseaux sociaux avec le développement des fake news, etc. L'arrivée également de l'intelligence artificielle qui fait qu'on ne fait plus trop ce travail en profondeur d'aller comprendre une connaissance, etc. Pour nous, c'était très important d'apporter cette aide aux scientifiques. On est véritablement ce maillon entre les scientifiques et la société. On essaie de créer une sorte de passerelle, de rendre accessible le propos des scientifiques. Parce que pour moi, la science a un rôle de ciment dans la société, nous aide à mieux nous connaître, à vivre ensemble. Et c'est vrai que l'évolution de la communication scientifique, c'est en train de se développer. On n'est pas beaucoup d'agences dans le monde à faire cela, mais on sent véritablement ce besoin qu'ont les scientifiques de se faire entendre auprès de la société, de faire valoir aussi leurs connaissances, d'être plus audibles. Et de l'autre côté, on sent qu'il y a une partie de la société qui peut un petit peu s'éloigner de la connaissance scientifique et qui tombe presque dans la croyance, alors que le scientifique, lui, son moteur, c'est le doute finalement. Et c'est ce doute-là qui le fait avancer pour travailler, pour publier des papiers scientifiques. Et il y a une partie de la société, c'est notre travail aussi, on travaille avec des grands acteurs comme l'INSERM, le CEA ou le CNRS sur ces questions, qui remet un petit peu en cause ces questions-là. Prenons un exemple, beaucoup de gens, y compris en France, pensent que la Terre est plate. Nous, notre mission, c'est d'expliquer avec de la science pourquoi ce n'est pas vrai, ce qu'ils pensent, et justement de leur expliquer la méthodologie scientifique. Donc je crois que notre rôle, mais ça c'est à tous les étages, il n'y a pas besoin d'être directeur d'une agence de communication scientifique, c'est aussi de s'appuyer sur des faits qui soient rationnels et non pas une croyance ou quelque chose que l'on a vécu à titre personnel. Je crois que la société, elle évolue très rapidement en ce moment, encore une fois avec l'intelligence artificielle, etc. Et les nouvelles générations, elles ont besoin aussi de nouveaux leviers pédagogiques, manières d'apprendre. Donc moi, ce qui me motive particulièrement quand j'interviens à l'IAE, c'est pas tant de proposer des connaissances, mais plutôt de proposer une expérience, d'aider à travailler à la posture que l'on a dans le monde professionnel. En donnant des conseils très concrets, parce que je pense qu'aujourd'hui les étudiants sont capables par eux-mêmes d'avoir accès à la connaissance. Mon rôle en tant qu'intervenant, c'est de donner confiance, de pousser à l'action, d'offrir des clés de lecture aussi du monde professionnel, vu que moi je suis issu du monde privé, de rassurer, ça c'est très important, de rassurer par la connaissance, mais aussi en allant structurer davantage la pensée, en faisant en sorte que les étudiants et une pensée qui soit structurée, méthodologique, ça c'est vraiment très important. Puis je dirais aussi que c'est l'occasion de tisser des liens, pour moi de rester au contact des besoins des générations qui sont aussi potentiellement des futures collaboratrices ou collaborateurs dans notre entreprise. Donc voilà, tout ça fait que c'est toujours un super moment de partage et que généralement on reste en contact, on se recroise après dans le monde professionnel et ça peut pourquoi pas déboucher sur des collaborations ou tout simplement partager un bon moment. Alors nos projets pour l'avenir, bien sûr, c'est de continuer à développer Perceptium, notre agence de communication spécialisée dans la science et la technologie. On essaie actuellement de se développer à l'international, bien sûr, avec quelques difficultés. Moi, je suis véritablement animé par l'esprit d'entreprendre, donc je suis toujours à l'affût des signaux faibles, de projets, de technologies qui sortent, etc. Donc bien sûr, à l'avenir, je souhaite développer d'autres entreprises, d'autres projets, seuls ou à plusieurs, mais toujours avec cet objectif que cela ait du sens dans le monde dans lequel on vit et que notre rôle aussi en tant qu'entreprise, c'est de rappeler
à l'homme une certaine raison, qu'on ne doit pas toujours être dans le toujours plus, qu'on peut trouver des alternatives qui nous permettent aussi de vivre plus sainement ensemble, de mieux consommer. Donc ça, c'est vraiment très important pour nous. Et puis, on continue de développer aussi le parcours formation au sein de notre agence de communication scientifique pour essayer, bien entendu, d'accompagner davantage de chercheurs, de scientifiques dans leur communication scientifique.